Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui est, assez fascinante. Comment est-ce qu'une intelligence artificielle peut apprendre à agir dans le monde et à le faire avec la même fluidité, la même aisance qu'un être humain? La clé de tout ça, elle se trouve dans un concept qui est en train de tout changer, ce qu'on appelle le moteur perception-action. Allez, rentrons direct dans le vif du sujet. Imaginez, un être humain qui attrape une balle. C'est un geste qu'on fait sans même y penser, c'est presque instinctif. Maintenant, prenez un robot ultra perfectionné, qui coûte des millions. Eh bien, il y a de fortes chances qu'il échoue lamentablement. D'où vient cet écart, cette différence énorme? En fait, la réponse, elle n'est pas dans la puissance de calcul brut. Non, elle est dans le lien, ce lien fondamental entre ce que l'on voit et ce que l'on fait. Et ce fameux lien, c'est ce qu'on appelle le couplage perception-action. L'idée, elle a l'air simple, mais elle est incroyablement profonde. En gros, voir et agir, ce ne sont pas deux choses distinctes, deux étapes l'une après l'autre. Non, ce sont les deux phases d'une seule et même pièce. Reprenons l'exemple de la balle. Les yeux suivent sa trajectoire et le corps, lui, s'ajuste instantanément en temps réel. C'est une sorte de boucle de feedback super fluide, sans aucun calcul conscient. Et c'est exactement cette fluidité-là que l'IA tente de recréer aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre cette révolution, on va suivre un plan assez simple. D'abord, on va aller voir les origines, les racines psychologiques de cette idée. Ensuite, on se demandera pourquoi l'IA a eu tant de mal pendant si longtemps à mettre ça en pratique. Après ça, on découvrira comment les modèles d'aujourd'hui réussissent enfin à unifier la vision et l'action. Et pour finir, on jettera un œil aux défis qui restent à relever. Oui, parce que pour comprendre où l'on va, c'est toujours mieux de savoir d'où l'on vient. Et ce qui est fascinant, c'est que cette idée de lier la perception et l'action, elle n'est pas du tout née dans un labo d'informatique. Non, elle vient de l'esprit de psychologues qui, eux, étudiaient tout simplement comment les êtres vivants interagissent avec leur environnement. Et au centre de tout ça, il y a un nom à retenir, James J. Gibson. Sa citation résume absolument toute sa théorie. Ce n'est pas une voie à sens unique, où la perception vient d'abord et guide l'action ensuite, pas du tout, c'est une boucle. En agissant, en bougeant la tête, en se déplaçant, on modifie ce qu'on perçoit. Et cette nouvelle perception, elle va influencer nos actions suivantes. C'est une sorte de danse, une interaction permanente entre un agent et son monde. Pour rendre ce concept bien concret, Gibson a introduit une idée géniale, les affordances. Alors, qu'est-ce que c'est, une affordance? Ce n'est pas une propriété de l'objet lui-même, ni de celui qui le regarde. Non, c'est une propriété de la relation entre les deux. Par exemple, une chaise, pour un adulte, elle offre la possibilité de s'asseoir. Mais pour un tout jeune enfant, cette même chaise, elle offre plutôt la possibilité d'escalader. Et c'est ça, le grand défi pour une IA. Arrêter de juste reconnaître des objets, ça, c'est une chaise, et commencer à comprendre ce qu'on peut faire avec. Bon, maintenant passons à la partie ingénierie. Parce que si l'idée de Gibson nous semble super intuitive, la traduire en ligne de code, ça a été une autre paire de manches. Ça a même créé ce qu'on pourrait appeler le grand fossé de l'IA. Pendant des décennies, vraiment dans le monde des machines, voir et agir, c'était deux mondes complètement séparés. L'approche qu'on a suivie pendant longtemps, c'était de découper le problème en petits morceaux. On a conçu les systèmes d'IA un peu comme des chaînes de montage. Chaque module avait sa propre tâche, bien spécialisée, il faisait son job et puis passait le relais au module suivant. Sur le papier, ça semblait parfaitement logique. Sauf que ça a engendré des problèmes assez fondamentaux. Alors concrètement, comment ça marchait, cette ancienne méthode? C'était un processus purement séquentiel. Étape 1, le module de perception identifie les objets, disons un piéton. Étape 2, le module de prédiction essaye de deviner où ce piéton va aller. Étape 3, le module de planification calcule un nouvel itinéraire pour l'éviter. Et enfin, étape 4, le module de contrôle envoie les ordres pour tourner le volant. Le problème dans tout ça, c'est que chaque étape est une boîte noire pour les autres. Elles ne communiquent pas vraiment. Et le point vraiment crucial ici, c'est la fragilité de cette chaîne. Le module qui planifie la trajectoire, il ne sait pas pourquoi le module de perception a identifié un piéton. Il reçoit juste une coordonnée, un point sur une carte. Du coup, la moindre petite erreur au tout début, elle va être amplifiée à chaque étape. C'est comme une boule de neige qui dévale une pente. C'est exactement ça, la propagation des erreurs. Le système est complètement rigide. Il est incapable de gérer la moindre situation imprévue parce qu'il n'a aucune vision d'ensemble, aucune compréhension globale de ce qui se passe. C'est justement pour dépasser cette fragilité qu'un tout nouveau paradigme a commencé à voir le jour. Un paradigme qui cherche à recréer ce lien si naturel entre ce qu'on voit et ce qu'on fait. Et pour y arriver, il a fallu ajouter un ingrédient un peu inattendu au mélange, le langage. Cette nouvelle approche porte un nom. L'IA incarnée, ou Embodied AI Ensemble. L'idée de base est assez simple à comprendre. Au lieu d'entraîner des IA sur des milliards d'images fixes, on les plonge directement dans un environnement, qu'il soit réel ou simulé. Le but, c'est qu'elles apprennent en agissant. C'est en faisant des choses et en voyant le résultat de leurs actions qu'elles finissent par boucler cette fameuse boucle perception-action de Gibson. Alors, cette évolution, elle s'est faite par étapes. On a d'abord eu les modèles vision-langage, les VLM.
Eux, ils sont capables de regarder une image et de la décrire. Je vois une ambulance, super, mais il reste des commentateurs passifs. La grande avancée, ce sont les modèles vision, langage, action, les VLA. Un VLA ne se contente pas de dire « je vois une ambulance », il comprend le concept d'ambulance, il en déduit qu'il faut lui céder le passage et il génère l'action pour le faire. C'est ça, ils comblent enfin ce fameux fossé de l'action. Et cette nouvelle architecture, c'est une petite révolution. On oublie la chaîne de montage. Ici, tout est intégré, tout fonctionne ensemble. D'un côté, on a les entrées, les capteurs, ce que le système voit. Au milieu, on a le grand modèle de langage, qui n'est plus là juste pour décrire, mais pour comprendre la scène dans son ensemble, et c'est cette compréhension qui va directement nourrir le décodeur d'action de l'autre côté, celui qui génère les commandes. La vision, le raisonnement et l'action sont enfin réunis en un seul bloc, ce qu'on appelle une politique de contrôle. En gros, une stratégie unique qui décide quoi faire à chaque instant. Cette chronologie, elle illustre parfaitement cette évolution. Tout au début, le modèle de langage n'était qu'un simple commentateur. Puis, il a commencé à devenir une sorte de planificateur. Il donnait des ordres, mais à un système de contrôle qui restait séparé. La véritable bascule, ça a été le passage au end-to-end, au bout en bout. Là, on a un seul réseau de neurones qui gère absolument tout, depuis les capteurs jusqu'à l'action finale. Et la toute dernière étape, aujourd'hui, c'est d'y ajouter des capacités de raisonnement encore plus complexes, comme la chaîne de pensée ou chain of thought, qui permettent à l'IA de décomposer son raisonnement pour mieux planifier et même pour nous expliquer pourquoi elle a pris telle ou telle décision. Et concrètement, pour la conduite autonome, qu'est-ce que ça change? Eh bien, tout. C'est une révolution. On passe d'une voiture qui suit un script, des règles rigides programmées à l'avance, à une voiture qui peut comprendre une instruction nuancée comme « dépasse ce camion dès que tu peux le faire en toute sécurité » et elle va analyser la situation et prendre sa propre décision. C'est un bond de géant en termes de flexibilité et, disons-le, d'intelligence. Mais attention, on n'y est pas encore, loin de là. Cette approche unifiée, aussi prometteuse qu'elle soit, elle soulève toute une série de défis et ils sont redoutables tant sur le plan technique que pratique. Et ces défis, ils sont vraiment immenses. D'abord, la robustesse. Comment on s'assure que le système reste fiable quand il pleut, quand il y a des reflets, ou pour éviter les fameuses hallucinations des modèles de langage. Ensuite, la performance. Faire tourner ces modèles qui sont gigantesques en temps réel sur le matériel embarqué dans un véhicule, c'est un véritable exploit technique. Et puis, il y a le nerf de la guerre, comme toujours, les données. Il faut des volumes colossaux de données de très haute qualité, des données qui lisent ce que voit le système, ce qu'il fait, et l'intention derrière. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ces défis vont bien au-delà de la voiture autonome. Pour de très nombreux chercheurs, réussir à résoudre ce couplage perception-action, c'est une étape absolument fondamentale dans la quête de l'intelligence artificielle générale, l'IAG. Logique. Pour qu'une IA soit vraiment générale, il faut bien qu'elle soit capable d'agir intelligemment dans notre monde, le monde physique. Et tout ça, ça nous amène à la question de fin. En apprenant à une IA non seulement à voir, mais à agir de façon fluide, raisonnée dans notre propre monde, est-ce qu'on est juste en train de fabriquer de meilleurs outils ou est-ce qu'on ne serait pas en train de faire les tout premiers pas vers de véritables partenaires artificiels, des partenaires capables de collaborer avec nous, ici, dans le monde physique? La réponse qu'on apportera à cette question, eh bien, elle définira très probablement les prochaines décennies de l'intelligence artificielle.